Alors ce qui est certain, c'est que dans l'état actuel des connaissances, si on prend les maladies neurologiques, la seule pour laquelle il y ait vraiment et de façon formelle prouvé une atteinte parallèle du cerveau et de l'intestin, c'est la maladie de Parkinson. Ça maintenant c'est irréfutable, ça a été démontré et on peut dire que c'est, même si le terme n'est pas très joli, que c'est paradigmatique ou que c'est de l'axe intestin-cerveau finalement et qu'il y a une atteinte quasi constante du tube digestif chez les patients parkinsoniens qui ont un vrai Parkinson. Alors après il y a un challenge dans tout ça qui est un peu de se dire mais les pathologies apparentées ou les autres maladies dégénératives, est-ce que ça suit finalement le même plan, le même pattern? Alors il y a des revues dans la littérature qui disent oui, mais pour tout vous dire c'est vraiment aller trop vite en besogne et en effet on n'a aucun biscuit en dehors du concept, en fait, on va dire, on n'a aucun argument fort pour dire que c'est la même chose dans l'Alzheimer, dans la PSP, dans la trophée multisystème, enfin dans des pathologies qui pourraient être considérées comme des diagnostics différenciés. Donc il y a une réévaluation neuropathologique à faire, et c'est vrai que dans la PSP, ça n'a jamais été regardé. Donc on ne sait pas si ça va être positif ou pas, mais on pense qu'il y a vraiment un intérêt à comparer cerveau-intestin. Et puis pour tout vous dire, c'est des choses qu'on peut... comme je le dis souvent, si c'est positif, écoutez très bien, on aura découvert quelque chose, entre guillemets, et ce sera des vrais résultats positifs. Mais en cas de résultats négatifs, c'est quand même intéressant. Parce que finalement, sur des pathologies qui, il y a 30-40 ans, alors il n'y avait pas les progrès en biochimie, en neuropathologie, mais il y a 30-40 ans, on pensait que Parkinson, PSP, c'était quand même relativement proche, en tout cas sur certains aspects. Là, vraiment, ce sera encore un argument pour dire que c'est deux pathologies complètement différentes et que parmi les maladies neurodégénératives, la PSP n'a pas ce parallèle. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est très pilote, vous voyez, c'est très exploratoire, mais ça mérite qu'on jette un coup d'œil, en tout cas. L'intérêt de la PSP par rapport aux études environnementales, c'est que c'est une des rares maladies neurologiques qui existent dans des clusters, c'est-à-dire des foyers de la maladie qui ont été identifiés depuis 1945 avec une fréquence importante sur l'île de Guam et puis ensuite sur d'autres régions d'Asie. Des études génétiques et neuropathologiques importantes qui ont été menées et ensuite mises en évidence un peu par le fait du hasard d'une fréquence anormalement élevée de syndrome parkinsonien atypique et de PSP en Guadeloupe. Ensuite, sur le deuxième cluster mis en évidence, comme beaucoup de clusters d'ailleurs par le fait du hasard, parce que les patients existaient mais n'avaient pas été diagnostiqués auparavant, ça a été la mise en évidence par l'ensemble de la population des malades, de la description des pollutions auxquelles ils ont été confrontés, auxquelles ils ont été exposés par leur travail ou par l'environnement, l'air, l'eau, les pollutions des friches industrielles. Donc ça c'est un sujet intéressant parce que qui est redondant avec la notion d'une plus grande fréquence de maladies neurodégénératives type taupathie dans les pays européens où les problèmes de pollution ont été moins bien pris en compte que dans d'autres pays où la pollution est moins importante, notamment pour les métaux lourds. Alors il y a des corrélations sur des études épidémiologiques à relativement grande échelle pour métal qui est l'arsenic qui n'est pas très surveillé dans les produits, les déchets de la production industrielle du passé. Et puis il y a sur ce cluster, l'autre cluster sur la ville de Waterloo où je travaille, une exposition de la population à des pollutions par des métaux lourds multiples, mais plus particulièrement le chrome hexavalent, qui est toxique, qui est une substance excitotoxique, et l'arsenic. Des gens qui ont une vie, qui ont travaillé comme ouvriers, qui pour améliorer leur alimentation, planter dans leur jardin ou planter dans des jardins familiaux, collectifs, des légumes et récolter des légumes dont certains étaient pollués. On l'a démontré chez un certain nombre de patients sur ce secteur de Waterloo.
Alors, depuis quelques années, il y a des marqueurs qui ont été développés, qui utilisent des techniques d'imagerie particulières qui s'appellent l'imagerie par tomographie émission de positons. En fait, c'est des marquages radioactifs, mais qu'on peut détecter de l'extérieur du cerveau. Et ces marqueurs visent à visualiser directement dans le cerveau de malade la protéine Tau. Alors, il y a eu des marqueurs équivalents pour la maladie d'Alzheimer pour marquer la bêta-amyloïde. L'intérêt de la protéine Tau, c'est qu'elle est complémentaire de la bêta-amyloïde dans la maladie d'Alzheimer, mais elle est présente dans d'autres maladies, dont la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence cortico-basale ou d'autres encore pathologies. Alors, l'intérêt de ces traceurs potentiels, c'est d'une part de mesurer le degré d'atteinte d'un sujet donné et puis éventuellement ensuite d'en faire une cible thérapeutique. C'est-à-dire si un jour on est capable d'enlever la protéine Tau du cerveau des malades, eh bien on pourra le visualiser avec ce type de traceur. La difficulté pour développer un traceur de ce type, elle est double. Il y a d'une part les qualités du traceur, c'est-à-dire qu'un traceur radioactif, ça correspond à il y a des critères de qualité, il faut que ça rentre dans le cerveau. En plus, pour aller marquer la protéine Tau qui est intracellulaire, il faut des molécules toutes petites qui pénètrent bien le cerveau et qui vont bien pénétrer dans les cellules. Le deuxième problème qui est important, c'est la qualité, on va dire, ce que nous on appelle pharmacodynamique, c'est-à-dire en fait, est-ce que le traceur rentre bien dans des délais compatibles avec un examen? Est-ce qu'on peut quantifier ce qu'on mesure? C'est-à-dire que l'intérêt de quantifier, c'est d'avoir une mesure exacte, comparable d'un sujet à un autre ou comparable chez un même sujet dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important dans des objectifs de suivi ou de thérapeutique. Et puis après, ça c'est compétences du traceur. Et puis ensuite, il y a le problème de qu'est-ce que ça marque en réalité. On sait que pour la protéine Tau, il y a plusieurs conformations différentes. Et ces conformations sont des conformations tridimensionnelles et un ligand peut se fixer sur une conformation et pas sur une autre. Beaucoup des traceurs qui ont été étudiés dans la maladie d'Alzheimer, d'abord parce que c'est une pathologie fréquente et que c'est donc plus facile de trouver des malades. Et finalement, assez peu ont été développés ou ont été testés dans d'autres pathologies Tau, comme la paralysie supranucléaire progressive. Et c'est une des difficultés que l'on a, c'est qu'en fait, actuellement, la grande majorité des traceurs est plutôt efficace ou intéressante pour la maladie d'Alzheimer et très peu semblent s'appliquer aujourd'hui à la paralysie supranucléaire progressive, ce qui veut dire qu'il faut d'autres travaux et d'autres approfondissements pour essayer d'avoir des traceurs plus propres à ce type de pathologie. Alors l'intérêt potentiel, c'est faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire que devant un tableau clinique qui est celui parfois d'un syndrome parkinsonien, même s'il y a quelques atypies, de détecter d'emblée la présence anormale de protéine Tau. Et puis l'intérêt quand même que l'on voit émerger actuellement, c'est qu'il semble qu'il y ait des développements de thérapeutiques qu'on appelle l'immunothérapie. C'est-à-dire en fait, l'immunothérapie, c'est avec des anticorps supprimer la protéine Tau du cerveau, la faire nettoyer le cerveau. Et si on veut visualiser ça, il faut qu'on ait des marqueurs qui puissent permettre de voir ce nettoyage chez un sujet donné, donc de quantifier la présence de la protéine Tau au début, puis ensuite de la voir disparaître au fur et à mesure du traitement. C'est d'autant plus important que si ces traitements sont risqués, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'effets secondaires importants, on n'aura pas envie de le donner à un parkinsonien qu'on a mal diagnostiqué. Il faudra vraiment qu'on ait des gens qui ont une grosse charge en Tau, de la même manière que ça a été fait pour la bêta-amyloïde dans la maladie.